Coupe d'Afrique des Nations de football. 88 et na ballon bolo ya kale anyenya isema basu ya kao ikasima. Du 17 janvier au 8 février 2015, suivez la Coupe d'Afrique des Nations de football avec Nasser El Fadel et Mohamed Diallo. Guinée équatoriale, Congo, Burkina Faso, Gabon, Zambie, RD Congo, Tunisie, Cap-Vert, Ghana, Sénégal, Algérie, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Cameroun. La CAN 2015, les Africains parlent de l'Afrique sur La Voix de l'Afrique. La Voix de l'Afrique, faire honneur au continent africain. Je pense à deux faits extraordinaire en matière de football. D'abord en 1992, c'est le Danemark qui avait remplacé la Yougoslavie pour organiser la Coupe d'Europe des Nations. Et le Danemark est arrivé en finale et a remporté la Coupe. Alors que, et même chose pour la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale a bénéficié, donc a été informée 2 mois avant la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle devrait remplacer au plié levé le Maroc. Et le sélectionneur donc de Guinée équatoriale, notre ami le sélectionneur argentin et poète, d'ailleurs, si vous voulez, on en reparle tout à l'heure, Esteban Becker, eh bien, a été nommé 10 jours avant la Coupe d'Afrique des Nations. Et il relève très haut la tête. Donc, vous savez, faire des analyses, la grande question qu'on a posée aujourd'hui, Mohamed Diallo, sur le site de La Voix de l'Afrique, c'est qui avait deviné cela? Une demi-finale avec le Congo-Kinshasa, le Zaïre, comme vous aimez l'appeler, et la Guinée équatoriale. Donc en fait, on retrouve en fait 2 ténors, la Côte d'Ivoire donc et le Ghana, qui courent après cette Coupe d'Afrique des Nations depuis très longtemps, depuis 1982. Pour le Ghana, je me suis amusé à faire des calculs, donc depuis 33 ans, et pour la Côte d'Ivoire, donc depuis 23 ans. Mais il y a du coffre. Du coffre, ça veut dire il y a de la matière, hein, quand même. 3 dernières Coupes du Monde consécutives pour la Côte d'Ivoire, qui atteignent le dernier carré, les demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations, 4 fois en 6 éditions. Et puis, même son de cloche, donc, pour les Ghanéens, ils sont 5 fois consécutifs en demi-finale, donc, de Coupe d'Afrique des Nations, qui ont joué la finale en 2010 en Angola, et qui, les Ghanéens, ils ont presque l'ossature, hein. Il n'y a que la défense qui a changé un petit peu, notamment avec Abdourahmane Baba, il y a la rentrée de Afriyé Akwa, mais le reste, les frères Ayou, Asamoah Dione, il y a le grand absent qui est Kouadio Asamoah, mais il y a Adjiman Badou et toute la clique, eh bien, ils étaient présents en 2010. Donc, il y aura 2 ténors, deux équipes qui sont en pleine confiance en ce moment, la Côte d'Ivoire depuis pas très longtemps, et puis bien sûr 2 grandes troubles faites, notamment la République démocratique du Congo, qui est une équipe à prendre très 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 au sérieux. Justement. Et je viens de suivre la conférence de presse d'Hervé Renard. Je vous résume ce qu'il a dit en 2 mots, et c'est exceptionnel. Bien sûr. Il a dit, il faut qu'on soit humble. Oh, c'est bien ça, c'est parfait. Justement à propos de Hervé Renard, en parlant d'humilité, en parlant de ce coach Hervé Renard, Nasser El Fadel, il se retrouve avec une équipe qu'il faut reconstruire, qu'il est en train de reconstruire. Mais il y a un changement dans l'état d'esprit. On retrouve un peu l'état d'esprit zambien, ce qui manquait à cette équipe de Côte d'Ivoire, les pousser, comme si j'ai l'impression que Hervé Renard, c'est qu'il y a du talent, du potentiel, et que c'est dans la tête qu'il faut travailler avec ses joueurs. Nasser El Fadel est un élément très très important. Et parler d'humilité, ça va dans ce sens-là. Oui, d'abord, vous savez, sur un plan rationnel, d'abord, Hervé Renard a le courage d'incorporer dans sa défense une défense à rebâtir, vous vous imaginez. La première chose qu'un sélectionneur conserve quand il prend le témoin par rapport à un autre sélectionneur et qu'il y a des exigences de temps, c'est la défense. Il se bâtit, il se compose sur la défense. Alors que Hervé Renard a flairé que défensivement, ça n'allait pas du tout. Il y a Maestro donc, qui a arrêté, il y a Boca
ça n'allait pas du tout dans la discipline, dans la tête. Il n'a même pas pris, hein, Boka. Tout à fait. Il y a Tienye Siaka qui l'a mis sur le banc. Et puis, il y a notre ami Eboué Emmanuel qui avait arrêté. Donc, il y avait beaucoup de choses à faire au niveau défensif. Et puis, il nous fait sortir deux jeunes, Eric Bertrand Bailly, Serge Wilfried Canon. Moi, j'étais personnellement très inquiet. Hein. Moi, je ne pariais pas du tout la Côte d'Ivoire. Je me disais qu'avec les cartons qu'ils ont pris en éliminatoire, la pression, le doute, le moindre énervement, surtout après la prestation qu'il a gagné, la prestation il a contre le trouvé une Cameroun. défense. Première chose. Deuxième chose, en plein début de compétition, se blesse l'élément à peu près, j'allais dire, moteur donc, de cette équipe qui est Cheikh Tioté Ismaël, le numéro, celui qui porte le 9, qui joue demi-défensif, donc derrière Yaya Touré, et qui joue à Newcastle. Tioté Cheikh, c'était l'un des éléments les plus constants, les plus titulaires dans toutes les sélections ivoiriennes, avec Vaïd Alilodix, avec François Zawi. Tioté Cheikh, c'est comme Yaya Touré, c'est comme Gervinho. Il sortait pas de l'équipe. Il se blesse et il recompose tout de suite un milieu de terrain, donc en ajoutant Siaka Tienye Chico sur le côté gauche. Il flaire tout de suite que Max Alain Gradel est en pleine forme, donc il le maintient. Il fait confiance à Sérédier, qui est beaucoup plus discipliné. Sérédier, vous l'avez vu, il travaille comme un forcené, il fait plus de grimaces, il n'enlève plus son maillot, il pleure plus, etc. Donc il est complètement dans le moule discipliné. Il enlève Salomon Kalou, parce que ça faisait trop. Salomon Kalou, c'est un joueur, je le disais à des proches tout à l'heure qui se sont mis à rire, c'est quelqu'un qui joue avec son peignoir et ses pabouches dans son salon. Et donc, il a mis de côté Salomon Kalou. Et donc, tout ça, ce sont des décisions de maître, de directeur technique qui prend ses responsabilités. Et il était prêt à mourir avec ses armes. Et je pense que cette conviction, cette remontée des bretelles, je pense qu'après le premier match, les premiers matchs poussifs face à la Guinée, au Mali, c'était 1-1, on l'a vu s'énerver, etc. Je pense qu'il y a dû y avoir une grande réunion avec les dirigeants, avec monsieur, le président de la fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, qui lui ont dit, bon, c'est bien, etc., mais il faut éviter ça en Afrique, tu vas heurter des susceptibilités. Et ce que j'ai beaucoup apprécié chez Hervé Renard, c'est qu'il n'a plus fait ça. Il n'a plus exprimé sa colère de façon, j'allais dire, irrespectueuse envers le public, les caméras et le monde entier, parce que je sais, je le connais, je sais que dans sa tête, ce n'est pas un colon. Ça, c'est clair. C'est pas quelqu'un d'arrogant. C'est quelqu'un qui aime l'Afrique. C'est quelqu'un un peu comme Claude Leroy, qui aime les Africains, qui veut. Bien sûr, il travaille pas. C'est pas, j'allais dire, c'est pas un curé. Hein, il travaille pas pour le sourire des gens seulement. Non. Mais c'est un professionnel dans tout le sens du terme, un professionnel avec des valeurs. Et donc, il s'est ressaisi au plan de la gestuelle, et il y a comme une espèce de confiance qui est revenue maintenant. On voit une amélioration de Yaya Touré, on voit Wilfried Bony qui a repris confiance. Donc c'est une équipe, voilà, pour me résumer, c'est une équipe qui a compris, et il a dit, c'est remarquable dans sa conférence de presse, il a dit, c'est sûr, on n'a pas l'équipe pour balader l'adversaire, on n'a pas l'équipe pour dominer les matchs. Bravo à Christian Kurgouf, il a mieux joué que nous, mais nous on a gagné. Christian Gourcuff. Pardon ? Vous disiez Christian Gourcuff ? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, il disait qu'il n'a pas une équipe comme celle d'Algérie, de Christian Gourcuff, qui fait le jeu et tout. Et il dit que nous, voilà, on ne va pas balader l'adversaire, mais nous, on a nos arguments. Et donc, les deux techniciens de demain, donc Florent Ibengué et Hervé Renard, sont complètement conscients que ce sera un combat homme à homme. Voilà, ils ne vont pas prendre de risques, les défenses ne vont pas monter, parce que ils savent que, d'une part, si vous montez à 50 mètres et que Gervinho, on le lance, c'est fini. Et même chose du côté de la République démocratique du Congo. Si vous vous amusez à jouer haut, face à Yannick Bolassier, face à Cédric Mboati, face à Dieu merci Mbokani ou à Jérémy Bokila, vous êtes cuit aussi. Et donc, je crois que ça sera un combat de corps à corps, homme à homme, comme on dit, défense-attaque, avec un combat permanent en milieu de terrain pour récupérer le ballon, et puis surtout,
grosse présence physique sur les balles arrêtées, sur les corners, et bien sûr, ce paramètre extrêmement important pour moi, celui de la récupération physique, et à ce titre-là, il y a un avantage pour la République démocratique du Congo, qui a eu un match, je ne vais pas dire tranquille, mais qui est bien remonté, qui a fini en force contre le Congo 4-2, avec un moral plein, etc., et qui a moins eu à faire, qui a moins souffert, et surtout, qui a eu 24 heures de plus, et en plus, ils n'ont pas fait le déplacement entre Malabo et Bata. C'est important. Voilà plusieurs indices donc, au plan physique. On n'est pas en train de dire que c'est pour ça que la RDC est favori, non. Sur la voie de l'Afrique, on ne parle pas de favori, on ne lance pas des mots en l'air. On essaye de donner des arguments à tous nos chers auditeurs qui, eux, peuvent faire leurs favoris, peuvent faire leurs pronostics. Et donc voilà, nous discutons des arguments rationnels et des arguments irrationnels. Alors, s'il y en a qui veulent intervenir ou bien faire part du débat, ils sont les bienvenus. Et vous avez salué tout à l'heure la grande communauté africaine de Russie, de Moscou, etc., qui écoute Mohamed Diallo au formidable morceau légendaire de tout l'art africain. Tout l'art africain et à travers vous également l'histoire de cette Afrique lors de cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous êtes donc sur la voie de l'Afrique. Merci à tous ceux qui sont au 712, 432, 77, 68. Mon Dieu, un nombre impressionnant de personnes qui nous suivent de plus en plus. C'est impressionnant. Ben voilà, nous sommes là pour vous rassembler et on parle évidemment de ces demi-finales. Nous y sommes. Nasser, je ne cesse de le dire, qu'est-ce qu'elle est intéressante et passionnante cette Coupe d'Afrique. On est en train d'assister à l'une des plus belles Coupes d'Afrique depuis 10, 15 ou 20 ans. Pouvez-vous me dire, selon vous, deux raisons majeures qui font que cette Coupe d'Afrique est si ouverte, reste si passionnante et intéressante pour ceux qui la suivent? Oui, bien sûr. D'abord, au plan de vue mental, les joueurs sont conscients. Les joueurs d'abord sont jeunes. Il y a un rajeunissement au niveau des joueurs. C'est des joueurs qui arrivent des clubs locaux. C'est des joueurs qui ont été sélectionnés dans les moins de 20 ans, qui ont joué le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Il y a donc cette prise de conscience. C'est des joueurs qui émanent d'une population, d'une génération qui a souffert, qui souffre par rapport aux crises, par rapport au fait que quand ils étaient jeunes, la vie est devenue plus difficile, etc. Donc, je pense que sur le plan mental, on a une prise en conscience de l'attente de cette capacité de pouvoir donner de la joie gratuite, de la joie infinie à une population. Donc, il y a le sérieux, il y a le mental, il y a la jeunesse dans l'état d'esprit, il y a le sacrifice qui a été fait, il y a au niveau des directions, des pouvoirs, enfin des ministères de tutelle, il y a donc une prise de conscience, il y a une proximité. On se rappelle les grandes réunions entre, par exemple, le ministre ivoirien des Sports et le président de la FIF, Sidi Diallo. Je me souviens de cette réunion, c'était un après-midi, à peine quelques semaines avant d'aller à Dubaï en stage, avec des comptables et des stylos en train de voir exactement quel est le budget qui fait et qu'on ne plaisante plus. Il ne faut pas dépasser la somme d'1 franc, il faut voir si cette dépense elle est nécessaire, si elle n'est pas nécessaire. Donc, je disais qu'il y a moins de farfelus, il y a moins d'impresarios, il y a moins de mercantilisme, parce que la Guinée équatoriale donc a pris ses responsabilités. Donc, elle a rassemblé les Africains, comme si, par exemple, il y avait un petit problème, et puis la famille se rassemblait tout de suite comme ça, de façon urgente. Et puis ils se sont dit, allez, on va avancer, on va faire honneur à l'Afrique. Et je crois que tout cela se tient grâce à un bon arbitrage jusqu'à cette polémique donc des quarts de finale. Mais là, si vous voulez, on peut en reparler tout à l'heure. Et donc un bon arbitrage, quelque chose de sérieux. Voilà, je crois que tout le monde a fait face aux responsabilités. Et c'est cela que vous notiez, Mohamed Diallo. Justement, un petit commentaire pour notre ami Monsieur Khan, qui vit à Kenitra, dans la ville de Kenitra au Maroc, qui lui dit que nous assistons à une Coupe d'Afrique dans laquelle les favoris tombent, et non, on ne parle pas de favoris sur la voie de l'Afrique, hein. Nasser en a beaucoup parlé. Alors, Monsieur Khan, Kenitra du Maroc, qui vit au Maroc, dit que nous assistons à une Coupe d'Afrique
dans laquelle les favoris tombent. Donc la Côte d'Ivoire sera la prochaine équipe à tomber ou je sais pas qui. Donc un commentaire pour lui? Oui, bien sûr. D'abord, on le salue. On aime beaucoup la ville de Kenitra, notre frère marocain, et on le remercie de suivre la voie de l'Afrique et on est ensemble, comme on dit. Et puis, écoutez, son avis, si vous prenez la rationalité, c'est-à-dire les quotients, vous regardez ces demi-finales, il y a quand même deux favoris. Il y a la Côte d'Ivoire et il y a le Ghana, je vous le disais. Et puis, il y a, de l'autre côté, la RDC. La RDC qui a été championne d'Afrique des Nations. Justement. En 1974, en Égypte. C'était l'une de mes premières Coupes d'Afrique des Nations. Une équipe fabuleuse, avec Mouepou, avec Lobilo, avec Takoko, avec Ndaye, avec Bwanga, avec Kidoumou, avec une équipe exceptionnelle qui a joué la Coupe du Monde en Allemagne et qui a fait honneur à l'Afrique, quoi qu'on dise, quels que soient les résultats. Moi, j'étais vraiment émerveillé par cette équipe du Zaïre. Donc, vous parlez de 80 millions d'habitants, vous parlez d'une jeunesse exceptionnelle. Je note pour vous, par exemple, cette phrase magnifique du sélectionneur Florent Ibenge, qu'on lui dit, oui, mais on ne connaît pas la RDC, les journalistes français, là, toujours avec leurs questions. Alors, il leur disait, oui, mais découpez la carte de la RDC et collez-la sur la carte de l'Europe, ça va vous donner un pays qui va du Portugal jusqu'à la Pologne. Voilà. et il leur a dit, bon, alors vous, parce qu'il lui disait, oui, alors, qu'est-ce qui explique que la RDC, c'est la crise, c'est les violences? Il dit, quelle violence? Il dit, quelle violence? Si vous êtes au Portugal et qu'il y a il y a une crise sociale, en Pologne, là-bas, on n'est pas au courant. Justement. Donc, essayez d'arrêter de moins embêter les gens et après de ne pas faire semblant de ne pas comprendre ce qu'il y a chez eux. Quelle arrogance! C'est vrai. Et donc, Florent Ibembe, vous voulez, il explique, il dit que nous avons beaucoup de qualités. Moi, je vous dis, vous avez vu ces joueurs. Moi, j'ai l'impression que ces joueurs-là, ils n'ont pas encore joué. Hein. Et je me dis que, face au Congo, les 4 buts qu'ils mettent en deuxième mi-temps, j'ai l'impression, après les 3 matchs nuls qu'ils ont fait au début, et de toute façon, ça se comprend, c'est une équipe qui vient de s'allumer. Vous permettez l'expression, on vient de mettre le démarreur. Ça y est, l'étincelle des bougies est partie. C'est comme un super moteur de 12 cylindres qui n'avait pas de bougie à l'allumage. Et là, l'allumage a pris. C'est pour ça que j'abonde un peu dans le sens de notre frère de Konaïtra, hein, du Maroc, quand il dit qu'il y aura des surprises. C'est vrai, donc il y a 50-50 de surprises. On peut dire donc que la Guinée équatoriale, c'est une surprise. Nous, on le dit sportivement. Elle a été aidée. Ça fait partie, vous savez, moi je comprends que nos frères tunisiens se soient plaints du penalty. Mais c'est la vie. Mais Mohamed Diallo, vous imaginez le nombre d'arrangements, que ce soit à Casablanca, que ce soit à Alger, et vous allez le confirmer, depuis les années 70-80, quand il y a un match retour à Tunis, vous allez me dire que l'arbitre siffle de façon impeccable pour l'adversaire? Absolument pas, absolument pas. Alors voilà ce que je leur reproche, et je leur ai écrit à mes amis et frères tunisiens. J'ai dit, mais écoutez, vous êtes en Guinée équatoriale, les gens, ils ont récupéré la Coupe d'Afrique en même pas 2 mois. Ils ont investi de l'argent, ils ont repeint les stades, ils ont envoyé les gens cadeaux au terrain. Ils ont besoin de joie, ils ont besoin de ceci. Bon, le gars, il a crocheté le type, l'arbitre a sifflé. Vous en faites une montagne parce que c'est contre vous. Si c'était pour vous à Tunis, si c'était pour vous à Alger, vous n'aurez rien dit. Et d'ailleurs, soyons modestes, soyons humbles. Hein, je ne vais pas rappeler ce fait qui nous a révoltés en tant que sportifs, ce joueur camerounais qui a été tué par un projectile sur un stade algérien. Je leur ai dit, l'Afrique a oublié, l'Afrique vous a pardonné. Messieurs, soyez plus humbles, plus modestes, plus reconnaissants. Nasser Al-Fadel, mon Dieu, merci infiniment pour ces précisions-là, pour ces commentaires, pour équilibrer les choses. Et tout cela, évidemment, sur la voix de l'Afrique, la radio des Africains conscients de leur valeur à 11h passé de 23 minutes. Waouh, Nasser, il y a tellement de choses à dire. 1 heure de temps, c'est pas suffisant. Car je voulais justement vous demander, c'était quoi par rapport à ce premier match dont on parle, et on parlera évidemment du match de la Guinée équatoriale, qui, de par tout ce que vous venez de dire, Nasser est une équipe qui du reste est dangereuse, qui maintenant est très très dangereuse et difficile à battre. Maintenant, Mohamed Diallo, écoutez, vous êtes un expert de
de la psychologie. Vous savez ce que c'est que l'inconscient, le subconscient. Absolument. Aujourd'hui, moi je crois que... Et puis, vous savez, le fait que le sélectionneur de la Guinée équatoriale soit notre ami Esteban Becker, l'Argentin, très bon qui sélectionneur. est un littéraire, un écrivain, quelqu'un de très lyrique dans la grande philosophie des techniciens argentins, qui a écrit donc 2 livres. Un premier, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Ni un gol al arco iris en 2008. Et puis sur son site internet, il regorge de récits et de poésie. Il raconte la vie d'un joueur depuis la Coupe du Monde 1958 jusqu'à celle de 1978. Et ça s'appelle Frontera Hombre de Cuero. Et donc, vous savez, moi, je me dis que ce sélectionneur-là, qui est romantique, qui est lyrique, qui est passionné, il va savoir leur parler. Vous savez, c'est intelligent de prendre un sélectionneur qui a la même langue. Il va leur parler, je pense qu'il va les calmer, c'est pas, vous savez, c'est pas le sélectionneur qui va leur dire vous êtes à côté de l'occasion de votre vie, tout un peuple vous attend, non. Pour les surcharger. Absolument. Il va leur parler de la poésie, il va leur dire voilà ce ballon, il sera entre vos pieds, tutoyez-le, respectez-le, caressez-le, hein, rendez-le fou, faites des prodiges avec. Je les connais, Mohamed, je connais l'école argentine. Vous savez, il y a 2 écoles. Hein. Il y a l'école travailleuse des Bilardo, qui ont voulu copier l'Europe, l'attentisme, cadenasser la défense et tout. Il a gagné une Coupe du Monde comme ça, mais aussi, il y a surtout l'Argentine lyrique de Luis César Menotti, celui qui a donné la Coupe à l'Argentine en 1978, et qui, avant les matchs, ne parlait pas de tactique. Il ne parlait pas de tactique, il ne parlait pas de football. Il disait qu'il y a des mères qui ont perdu leur nouveau-né en ce moment dans les cliniques de Buenos Aires, de Rosario. Effacez leur douleur. Faites-leur plaisir. Quand ils vont apprendre qu'il y a une explosion de joie dehors, ça va calmer leur douleur. Il leur parlait comme ça. Il leur disait qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi se payer un repas en Argentine en ce moment. Aujourd'hui, ils vont manger avec tout le monde parce qu'il y aura un grand élan social. Et ce message-là, il est extrêmement dopant. Il est fort. Parce que ils vont se sentir survoltés. Et il ne faut pas qu'ils redoutent les Ghanéens. Les Ghanéens ont de meilleurs arguments, c'est clair. Les Ghanéens, au plan collectif, physique, rationnel, technique, expérience, tout ce que vous voulez, sont au-dessus. Absolument. Mais il s'agit d'un match de football. Et si jamais les Ghanéens ne prennent pas l'avantage tôt, comme ils l'ont fait tranquillement, sur des superbes frappes de Wakaso, un Moubarak, sur ces 2 là, le numéro 7, le numéro 11, il faut regarder de très près, c'est des merveilleux joueurs. Donc je disais Christian Atsouf, Moubarak, Wakaso, tout à fait. L'injonction de Kwesi Apia qui est remarquable, sans oublier le nouveau rôle d'André Ayou, plus j'allais dire, distributeur dans le milieu gauche. Un rôle qui lui va parfaitement, hein, ce André Ayou. Mon Dieu, il s'est comme effacé de l'attaque de pointe et il fait un travail plus efficace là derrière. Mon Dieu, c'est un bon ajustement du coach israélien de cette équipe, hein, Nasser El-Fadel. Et il faut noter, Nasser, que dans cette Coupe d'Afrique, les entraîneurs, il y a un travail d'esprit, un challenge permanent, du back and forth, c'est-à-dire il y a des ajustements permanents. Les coachs, il y a beaucoup de visualisation, j'imagine, des matchs joués. On le ressent lors des matchs qu'ils ont regardé les films, les vidéos. Mon Dieu, c'est une Coupe d'Afrique hyper technique et où personne n'est au repli. Hein. Voilà, une très bonne remarque et qui explique un petit peu votre question de tout à l'heure, quand vous disiez qu'est-ce qui explique le resserrement de la compétition, permettez l'expression, la compétitivité de la compétition. Justement. Et ça, c'est remarquable. Donc, des sélectionneurs qui ne font pas n'importe quoi, qui font des ajustements, et je dirais même des ajustements par rapport à eux-mêmes avant de faire des ajustements par rapport à l'adversaire. Et ça, c'est toujours meilleur. C'est-à-dire voir l'équilibre, son propre équilibre, voir son fonctionnement défensif, avant d'être là à voir qui est dangereux chez l'équipe adverse, pour lui sortir un joueur, pour le prendre au marquage individuel, etc. Et donc toutes les équipes
on fait ce remodelage, on fait cette espèce d'ajustement permanent, donc pour ceux qui nous suivent, donc durant tous les matchs, puisque nous avons eu le plaisir et l'honneur donc de leur donner tous ces matchs-là sur la Voix de l'Afrique, ceux qui nous ont suivis ont remarqué dans la présentation des compositions d'équipe en début de match, tous les ajustements qu'il y a, à peu près 1, 2, 3 joueurs, il y a eu des blessés importants dans chaque équipe en début de compétition, leur absence a été palliée de fort belle manière, pas des remplacements poste pour poste, des remplacements de fonctionnement, c'est-à-dire que puisque tel joueur est si important, si influent sur le jeu, on ne le remplace pas par un autre, puisqu'il n'y a pas le même joueur, donc on le remplace par un nouveau système, on le remplace par un autre style, on le remplace par d'autres arguments. Et ça, vous faites bien de le louer, les 4, que ce soit Stéphane Becker pour la Guinée équatoriale, que ce soit Abraham Grant pour le Ghana, que ce soit donc Hervé Renard pour la Côte d'Ivoire et surtout Florent Ibenge pour la République démocratique du Congo, des gens travailleurs, des gens modestes, qui n'ont pas fait de problème. C'est pas des peureux, vous savez, il y a un genre de sélectionneurs que j'appellerais les sélectionneurs peureux. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, ils créent des crises eux-mêmes dans leur équipe pour disjoncter, pour jeter l'éponge. Cette fois-ci, il n'y en a pas. D'accord. Nasser El Fadel, Mohamed Diallo pour la mise au point pour le spécial Cannes 2015 sur la Voix de l'Afrique. On va respirer un tout petit peu et revenir avec vous, Nasser El Fadel. C'est franchement une belle fête pour la jeunesse africaine et on salue tous nos auditeurs de cette mission de la radio des Africains conscients de leur valeur. C'est votre radio au Forêt au Moulin ici du côté du studio et ça bouge beaucoup et on sent même l'énergie, l'effervescence de cette grande fête footballistique qui nous réserve des surprises. On revient à vous, Nasser El Fadel, dans quelques secondes sur la Voix de l'Afrique. Le temps de retrouver une superbe chanson communiquée chérie de Amadou Sodia. Et ce soir, je vous rappelle que sur la Voix de l'Afrique, nous serons en compagnie de la voix de Tombouctou, une grande dame de la culture afro-mondiale. J'ai nommé Awa Sango. Elle sera mon invitée dans le MDL Show à partir de 21h, 9 p.m. Eastern Time. So, Awa Sango will be our guest tonight at 9 o'clock Eastern Time, ok? À 21h, à partir de 21h. Donc nous serons en compagnie de Awa Sango, on va parler de sa carrière, de la musique. Et vous savez, Nasser, Awa Sango, vous vous souvenez bien de l'ensemble côté bas avec Gondo Pierre, évidemment, Souleymane Koli et tout. Et vous savez, la scène Adama Champion, c'était le théâtre Adama Champion, c'est justement ça, la pièce de théâtre Adama Champion, voilà, je me retrouve, où il disait, Gondo Pierre disait cette phrase célèbre, Awa tu es Naloma. C'est Awa qui sera avec nous ce soir. Oui, Mohamed Diallo, vraiment, comme on dit, une fleur de la musique africaine. Ben voilà, et on écoute. Allez, à tout à l'heure. Communication tous les amoureux. Technologie do banabong, communication no yada. Imiri basidi anamoroma, idi téléphonique ma, ni ma téléphonique. Iri SMS la wama, tetere tebe do telebana, iri meli la wa. Alternative Europe fait. Alors Facebook calme, qu'à communiquer. Communiquer chérie. Communiquer. Ben voilà, le spécial Coupe d'Afrique des Nations 2015. On parle des demi-finales de la Côte d'Ivoire et de la RDC qui vont se rencontrer demain. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct ici sur la Voix de l'Afrique et au 712 432 77 68. Et également le jeudi, la deuxième demi-finale qui va mettre prise le pays organisateur, la Guinée équatoriale, qui sera en face. On peut parler de favoris sérieux quand il s'agit du Ghana face à la Guinée équatoriale, mais on ne sait pas ce qui va se passer car c'est celui-là. Nasser El Fadel l'explique tout le temps, les aléas du foot, l'imprévisibilité de ce ballon qui tourne tout le temps sur le terrain. Et avant donc de s'appuyer, de parler de la deuxième rencontre, la deuxième demi-finale Nasser, et si je vous demandais ce que devraient faire les deux équipes pour
obtenir la victoire. Que devrait faire la Côte d'Ivoire pour battre les Congolais et vice-versa? Ah, ça c'est une grande question. Vous savez, on a parlé du paramètre physique tout à l'heure, l'importance de ces 24 heures de plus pour le Congo. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je constate une chose chez les deux équipes, depuis donc les 4 matchs qu'elles ont livrés, c'est qu'il y a quand même pas mal de précipitations et de déchets à un certain moment du match dans la transmission du ballon. Je pense que l'équipe qui donnera le moins le ballon à l'adversaire s'en sortira le mieux, parce que on a constaté que les adversaires réagissaient au ballon récupéré, donc étaient plus tranchants en attaque. Quand on récupère un ballon perdu par l'adversaire, on met une accélération au milieu du terrain alors que l'adversaire était en train de se redéployer offensivement, et donc ça le surprend. Je pense que les deux équipes qui ont un potentiel énorme, moi je m'attends à un gros match entre la Côte d'Ivoire et le Congo-Kinshasa, elles ont un potentiel énorme. Il faut éviter les erreurs, parce que les erreurs seront payées cash, et donc c'est celle qui fera le moins d'erreurs, qui donnera le moins de passes à l'adversaire, et qui pourra mieux se sentir et mieux produire des efforts dans le sens donc, de l'efficacité offensive. Ça c'est un. Deuxièmement, il y a quand même un gros gâchis en matière de balles arrêtées. Je pense que ce soit la Côte d'Ivoire, il y a 7-8 corners des fois dans les matchs, que ce soit la RDC, avec les gabarits qu'ils ont, moi je pense qu'il y a quelque chose à faire sur ce plan-là. Les coups francs, les corners. Je pense qu'il y a un grand ressaisissement à se faire. Je crois que les techniciens donc, qui ne peuvent pas trop forcer à l'entraînement doivent voir cela, surtout pour la Côte d'Ivoire, dire à Yaya Touré d'arrêter de venir traverser tout le terrain en largeur, en longueur, de droite à gauche, pour aller tirer les corners. Il y a des joueurs qui savent le tirer. Moi, je préfère une position de Yaya Touré à l'extérieur de la surface de réparation, un bon centre tendu dans la petite surface, dégagement du point du gardien pour la reprise de Yaya Touré. Ou bien s'il y a un ballon qui est mal dégagé par la défense adverse, ou même un combat aérien avec une rechute de balle, c'est ce qu'on appelle l'éventail de récupération du ballon. Je pense qu'il y a une meilleure position et être plus profitable à son équipe que d'aller tirer des corners. Il laisse ça à Gervinho, par exemple. Gervinho n'est pas bon de la tête. Je sais très bien ce que je suis en train de vous dire, Mohamed, parce que quand vous avez un corner, vous avez Gervinho qui n'est pas bon de la tête. Vous avez qui encore? Vous avez, par exemple, Max-Alain Gradel qui n'est pas bon de la tête. Vous avez Sérédier qui n'est pas bon de la tête. Et puis vous avez Yaya Touré qui a une bonne force de frappe de balle. Bonnie Wilfried est très bon de la tête. Eric Bailly monte, Colo monte. Hein? Serge-Alain Aurier monte. Donc il ne faut pas que Yaya Touré soit encore lui qui aille tirer les corners, puisque si vous enlevez Gervinho, vous enlevez Max-Alain Gradel, Sérédier qui ne joue pas de la tête, ça ne vous donne pas d'argument. C'est pour ça que vous avez au contraire, quand il y a un corner ivoirien, vous avez tout de suite une contre-attaque de l'adversaire. Donc je crois que si j'étais à côté de Hervé Renard, on aurait beaucoup parlé de cela et ça aurait permis à un peu rationaliser un peu plus le jeu de l'équipe de Côte d'Ivoire. Quand il faut mettre toute sa force, forcer, il faut forcer. Et quand il faut réfléchir. Je pense qu'il y a cette adéquation à faire un peu, parce qu'on veut forcer quand ça ne va pas, et en ralenti, quand on a les temps forts pour nous, quand l'adversaire est fatigué, on sent qu'il peut rompre, on commence à faire des passes en défense. Non. Je crois que c'est cette lecture qu'il faut pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Pour l'équipe de RDC, je dirais qu'elle doit continuer comme ça. Le grand ajustement, c'est au niveau de Bolassier. Bolassier, le porteur du numéro 11, qui est un joueur exceptionnel au plan individuel, mais qui garde lui aussi trop le ballon. Il faut qu'il soit un peu plus collectif. Et si jamais c'est collectif entre Jérémy Bokali, entre Dieu merci Mbokani et notre ami Bolassier, sans oublier Cédric Makiadi, il est lié là, qui est sur le côté, le porteur du numéro 18. Cela, il suffit qu'il soit collectif, il suffit qu'il joue un peu entre Boni et Gervinho, un peu comme Yaya Touré et Gervinho. J'ai vu notamment durant Côte d'Ivoire-Algérie, 2 très belles ouvertures de Yaya Touré sur Gervinho, tout en lui donnant le dos.
Ça veut dire que quand même on se comprend, quand même on sent les coups, etc. Quelques automatismes. Voilà, je pourrais dire Mohamed à l'une des deux équipes. Intéressant et bien sûr, on va le faire là. Et qui voyez-vous comme vainqueur de cette rencontre après les 90 minutes, sinon à la fin de ce match, qui voyez-vous pour Côte d'Ivoire RDC? Écoutez Mohamed Diallo, je vais vous donner une première réponse rationnelle et une deuxième réponse irrationnelle. D'accord. La Coupe d'Afrique des Nations nous a démontré que quand il y a deux demi-finales comme ça avec un outsider et un leader et un champion ou un favori, eh bien c'est pas les deux favoris qui passent. Moi je vais donner un coefficient important à cette remarque-là et l'appliquer. Et c'est pour ça qu'on a eu le Burkina Faso qui a arrêté le Ghana en 2013 et qui s'est retrouvé avec le Nigeria. Un Nigeria venu de nulle part. Et cette équipe de RDC nous rappelle ce parcours du Nigeria. Voilà. Et donc, c'est pas pour décevoir mes frères ivoiriens, je donne simplement un pronostic d'observateur. Absolument, absolument. Tout en souhaitant me tromper, parce que si je me suis trompé, tant mieux. Et puis d'ailleurs, il y a une espèce d'ambiance comme ça en Côte d'Ivoire où les gens disent « Oh mon cher, ceux-là, là, ne comptons pas sur eux, ils vont aller loin. » Donc, en fait, voilà, il y a eu... je sais pas, je vois la RDC. D'accord. Je vois la RDC et le Ghana. On va en venir au match du Ghana tout à l'heure, Nasser, car j'aimerais que vous répondiez à la même question. Que devrait faire le Ghana pour ne pas se faire surprendre par cette équipe équato-guinéenne et vice-versa. Donc, on va conclure avec le deuxième match. On est sur le match de cette Côte d'Ivoire et je voulais juste souligner que sur les réseaux sociaux, c'est exactement le commentaire qui prévaut. Qui prédomine tous les commentaires de tous les supporters des éléphants en général qui disent, tu sais, quand on ne compte pas sur eux, ils jouent bien. Parce qu'ils savent qu'on s'en fout d'une façon de parler, entre guillemets, parce que c'est comme ce qu'on appelle ici le tough love. On aime son enfant, son fils, mais de temps en temps, il faut le remettre à l'ordre, le corriger, comme on dit. Donc, c'est un peu cela. Ils veulent qu'il gagne, mais à chaque fois qu'ils y mettent tout le cœur, ils y vont à fond, les supporters, ils sont déçus. Donc, c'est quelque part, on est là sans être là, tout en étant là, hein, Nasser El Fadel. Donc, c'est un peu cela que tout le monde fait. Comme c'est une formule qui est en train de marcher, on va pas la changer. Ah mon cher, là, Oh, ils n'ont qu'à gagner, ok, c'est bon. Et imaginez s'ils gagnent, ça va être comme en 92. Oh là 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 là, j'imagine. Peut-être on va faire un petit tour du côté d'Abidjan pour 48 heures pour venir. Bon, on se laisse aller là un tout petit peu, mais... c'est possible, mais en face, il y a ces grands gabarits. Je me souviens, lors de ce match, Nasser, surtout remonter 2 buts en quart de finale, il faut le faire. Hein. Cela veut dire que dans la tête... J'ai remarqué quelque chose, si vous permettez, à moins que vous vouliez faire votre pause tout de suite. Allez-y, Nasser. Oui, vous savez, j'ai remarqué que dans toutes les attaques, on regarde les défenseurs, et je peux vous dire que Gervinho, Wilfried Bony, Max Alain Gradel auront beaucoup de travail à faire face au Mongungu, Kimwaki, Issama Mpeko, Kassoussoula, Chancel Mbemba, parce que comme on dit, ceux-là, ils vont au charbon aussi. Ben oui. Et ça cogne. Et je peux vous dire que demain, ça va cogner. Parce que, écoutez, vous croyez que la RDC va faire du tourisme? Ils vont aller cogner. Et on connaît nos joueurs là qui traînent un peu, qui mettent les pieds. Ils étaient à l'aise face aux Algériens, mais ça ne sera pas du tout comme ça face à la RDC. Ça ne sera pas du tout comme ça. On va jouer à l'africaine. C'est vrai. On va jouer petit poteau. C'est-à-dire, permettez l'expression, Mohamed, je crois que les auditeurs nous suivent. Ouais. On va se chicoter même. Et c'est vrai, et mon Dieu, il y a de gros gabarits en face, les gars de la RDC. Physiquement, ils sont gigantesques. Ils sont gigantesques. Écoutez, et puis du côté de la Côte d'Ivoire, il y en a aussi, par exemple. Il y en a aussi. On a Férédier en Côte d'Ivoire, mais on a Cédric Makiadi avec le Congo aussi en milieu de terrain. C'est vrai. Donc moi, je crois que, c'est un match de titre, en tout cas, ça va être une épreuve de force. Voilà, c'est ça le terme. Ce sera un bras de fer, et donc ça risque, si jamais il y a du 0-0, ça risque d'être vraiment très tendu, très très lourd,
Et espérons que malgré tout, l'esprit sportif prédomine. Ben voilà, nous sommes avec Nasser El Fadel sur la Voix de l'Afrique, le spécial Coupe d'Afrique des Nations 2015. Nous parlons de ces deux demi-finales qui vont bien sûr démarrer demain avec la première demi-finale, la Côte d'Ivoire face à la RDC de Dieu merci. J'aime simplement dire Dieu merci, tellement ça me plaît, c'est un nom approprié. Il y a une histoire, Mohamed, si vous permettez, dessus, sur ce prénom. Allez-y. Alors, sachez que la mère de Dieu merci Mbokani, Oui. 8 ans entre le grand frère, le frère cadet de Dieu merci et Dieu merci, Ouais. a mis 8 ans pour avoir un autre garçon. Oh là là, je comprends. Elle l'a prénommé Dieu merci parce qu'il vient 8 ans après son frère. Oh là là, ben voilà pourquoi il faut écouter la Voix de l'Afrique et Nasser El Fadel. C'est touchant ça, Nasser El Fadel. Et vous savez, tout ça, ce sont des sources de motivation. Donc je comprends là, ce joueur là quand il est sur le terrain, le sérieux. Ah oui, là, c'est un garçon magnifique, Mohamed, qui a perdu son fils, qui a un cœur. Il y a un club allemand qui a mis 25 millions d'euros pour l'acquérir. Il a dit que non, lui, il se sent bien en Belgique, il veut rester. Et tout ça, c'est très marquant. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui a une âme, qui a un cœur, et qui n'est pas toujours obnubilé par les mises d'argent et qui court de gauche à droite sans jamais se retrouver. Et ça, c'est un coup de chapeau pour Dieu merci Mbokani. Ce qui fait deux des adversaires dont il faut se méfier. On parle de nos éléphants de Côte d'Ivoire. Alors donc, des éléphants de Côte d'Ivoire, car c'est la radio des Africains pour les Africains et pour tous les Africains. Bon bref, 11h passées de 45 minutes ici à New York. Nous parlons des demi-finales tout à l'heure. Donc, Nasser El Fadel va nous dire pourquoi, enfin, et comment le Ghana devrait s'y prendre pour gagner ce match, ou alors comment faire pour ne pas le perdre, et comment la Guinée équatoriale, avec surtout ce petit voyou de Iban Salvador, troublemaker, hein, un trouble fait, ce joueur-là, Iban Salvador, le numéro 15, Guinée-équatorien, donc équato-guinéen, voilà. Comment est-ce que cette équipe peut également s'y prendre pour battre le grand Ghana des frères Ayew, de Asamoah Gyan et de Atsu et de Wakasu sur la Voix de l'Afrique. Depuis le 17 janvier dernier, nous assistons à l'une des Coupes d'Afrique les plus disputées et dramatiques de l'histoire de la compétition. Nous sommes aux demi-finales. Ce mercredi 4 février, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les léopards de la République démocratique du Congo à 19h temps universel, 2 p.m. heure de New York. Le lendemain, jeudi 5 février 2015, ce sera au tour des Black Stars du Ghana d'en découdre avec le Nzalang national de Guinée équatoriale à 19h temps universel, 2 p.m. Eastern. La 30e Coupe d'Afrique des Nations de football sur la radio des Africains, par des Africains, pour honorer le continent africain. Mais voilà, la Coupe d'Afrique des Nations, on en parle, ce sont les demi-finales. Je vais en profiter pour dire bonsoir à Aïda. Aïda, merci d'aimer la Voix de l'Afrique. Également, Asso Lydie, merci à toi. J'oublie pas Eurydice Nupsia, super prénom, sur la Voix de l'Afrique. Elle est congolaise de Brazzaville, Nasser El Fadel, donc étudiante à Columbia University in New York. Ça, on lui dit également bonjour. Eurydice Nupsia et toutes les autres et tous les autres auditeurs et auditrices de la Voix de l'Afrique. Nasser, ça fait plaisir, hein, l'arbre à palabres a beaucoup d'occupants. Hein. Bientôt, on n'aura plus de place. Hein. On va l'agrandir. Oui, je vous le souhaite en tout cas. Ben voilà, avec beaucoup de plaisir sur la Voix de l'Afrique. 11h passé de 48 minutes. Nasser El Fadel, Guinée équatoriale, Ghana. C'est la deuxième demi-finale. Alors, comment les deux équipes devraient se comporter pour obtenir un résultat positif? Ben, écoutez, le Ghana a son organisation, une organisation solide, avec bien sûr la défense que vous connaissez, John Boy, Jonathan Mensah, à droite Harrison Afoul, Abdurrahman Baba, et puis deux demi-défensifs, Afrié Akwa, donc numéro 6, André Ayew à gauche, et puis ces énormes moteurs que sont Christian Atsu à droite, Mubarak Wakaso le 11 à gauche, et
puis dans l'axe, il y a Asamoah Gyan et Kwasi Appiah qui tournent autour de lui. Un grand registre de football, en tout cas dans ce milieu de terrain ghanéen, qui défend, qui attaque. Ils sont bons dans les contre-attaques, ils sont bons en phase d'attaque positionnée, c'est-à-dire quand ils sont obligés de faire le jeu. Donc il n'y a rien à dire en matière de football. Cette équipe ghanéenne est supérieure donc à cette équipe de Guinée équatoriale. Je pense que pour les Ghanéens, ce qu'ils ont démontré donc dans leur match de quart de finale face à, rappelez-moi un petit peu Mohamed, contre les Guinéens. Vous avez vu la sérénité donc de cette équipe ghanéenne face au Sili national de Guinée. Je pense qu'ils ont une bonne copie. Ils doivent garder leur sang-froid. Et puis, quand ils ont une occasion, la mettre au fond. Je crois que c'est la meilleure chose qu'il faut faire. Parce que la grande question, c'est est-ce que la Guinée équatoriale peut emballer le match? Est-ce que la Guinée équatoriale peut faire le jeu? Est-ce que la Guinée équatoriale peut camper dans la surface de réparation ghanéenne? J'en doute. La Guinée équatoriale est aussi une équipe qui joue en contre avec Emilio Nsue, avec Kike Boula, donc qui a besoin de partir de loin, etc. Ils ont Javier Balboa, ils ont Yvonne Zarandona, c'est un organisateur, ils ont Iban, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils peuvent faire cela du début à la fin du match? Est-ce qu'ils peuvent faire cela d'entrée de match pour essayer d'avoir une avance au score? Je pense que ça serait une tactique intéressante. Mettre le feu aux poudres dès le départ pour prendre l'avance sur cette équipe ghanéenne et après essayer de se replier pour elle-même jouer le contre. Parce que quand l'équipe ghanéenne n'a pas d'espace, elle est moins dangereuse même si elle a d'excellents frappeurs de loin. Donc vous voyez qu'à chaque fois que vous tournez le scénario, est-ce que si la Guinée équatoriale met la pression et mène au score, elle peut avoir un avantage? Non. Parce que les Ghanéens frappent de loin, parce que les Ghanéens sont bons sur balle arrêtée, parce que les Ghanéens peuvent revenir à tout moment, parce que les Ghanéens ne vont pas se paniquer, par exemple comme les Ivoiriens, pour essayer de refaire la jonction. Et la question qu'on se pose, c'est que si les Guinéens et les Équato-Guinéens attendent, ou bien ne se risquent pas trop, est-ce qu'ils ont la force défensive nécessaire? Non plus. Ils ne sont pas exceptionnels en matière défensive. Donc je crois qu'il faudrait vraiment le quotient, le quota. Mais en football, tout est possible. C'est-à-dire qu'ils peuvent marquer un but en premier et puis résister à la fin. Ça, c'est clair. Ils peuvent même résister. Mais vous savez, en face, quand je vous ai dit tout à l'heure en introduction, les Ghanéens sont à leur 5e demi-finale consécutive. Les Ghanéens n'ont pas remporté la Coupe d'Afrique des Nations depuis 1982. On l'a dit depuis 33 ans. Ils ont joué une finale en 2010. Honorable d'ailleurs, parce que c'était une grande équipe d'Égypte face à eux. Mais là, je pense qu'avec l'équipe qu'ils ont, avec la carburation qu'ils ont, avec l'expérience, parce qu'ils ne vont pas aller la fleur au fusil, hein, les Ghanéens vont respecter les Guinéens, ils vont jouer sérieusement avec tout. Donc je pense que ça fait beaucoup d'arguments en faveur des Ghanéens. Et je pense que le passage des Équato-Guinéens in extremis comme ça, grâce à ce penalty généreux, face à une équipe de Tunisie en quart de finale, c'est déjà bon, c'est déjà suffisant. Là, il faut montrer autre chose. Et peut-être que ce qui manque à cette équipe équato-guinéenne va éclater au grand jour. Donc du côté de Ghana, Guinée équatoriale, vraiment pour moi c'est du 70-30 pour le Ghana. Et RDC, Côte d'Ivoire, c'est 55-45. Intéressant, Nasser Al-Fadel, les prédictions de Nasser Al-Fadel, les miennes, je dirais Côte d'Ivoire, pour Côte d'Ivoire, RDC, 50-50 hein, tout de même, hein, 50-50 pour Côte d'Ivoire, RDC. Et je dirais Ghana, 75%, 25% Guinée équatoriale, car je vois mal les Ghanéens se faire surprendre. Ils ont certainement vu ce qui s'est passé lors des quarts de finale. Ils savent qu'ils doivent se méfier et tout de suite écarter et ne donner aucun espoir à cette équipe équato-guinéenne. Car Nasser Al-Fadel, j'ai constaté que ces équato-guinéens sont dangereux dès qu'ils sentent qu'ils ont la possibilité de vous assommer. Ils observent beaucoup, ils sont très très rusés.
Ils ne vont pas à l'attaque les premiers. Ils sont bien regroupés dans leur défense. Et vous laissez y aller, vous épuiser. Ils procèdent par contre-attaque, et bien sûr comptant sur la droiture et l'excellent Javier Balboa ou Nsoué, leur capitaine numéro 10. Et tout de suite, quand on démarre cette seconde mi-temps, en général, les Équato-Guinéens maintenant commencent à attaquer. Ils ont beaucoup d'énergie, voilà, et on a constaté qu'ils ont cet avantage physique. Nasser, il me rappelle les Sud-Africains, ils jouent 90 minutes, hein, nos amis équato-guinéens. Donc les Ghanéens certainement sont conscients de tout cela, ont regardé les films et vont éviter de se faire surprendre, car quand le score il est à égalité avec les Équato-Guinéens, il faut se méfier, car quand il y a la foule derrière, il y a tout un peuple là derrière qui vous pousse. Tout est possible, Nasser Al-Fadel. Ce qui fait... Oui, cet élément est important, en point de vue endurance, point de vue rapidité. Mais c'est clair que ce sera une demi-finale, il y aura match, hein, ce ne sera pas un non-match, le match sera disputé. Absolument. Et comme le football est, je peux vous donner une dizaine de versions qui peuvent tourner mal pour les Ghanéens, même si on en fait notre grand favori. Ça peut aller, donc, par exemple, une échappée de Kike Boula avec un tacle par derrière à la 7e minute. Eh bien, ce sera le carton rouge. Et qui peut prédire qu'est-ce qui peut se passer à 11 contre 10? La Guinée équatoriale peut marquer, le Ghana peut avoir du mal à revenir. Et donc, vous savez, le football, nous, on analyse ce qui est possible d'être analysé, ce qu'on a vu. Et pendant le match, à l'instant T, je crois qu'il y a tellement de choses aléatoires. On ne sait pas. Qui sait demain, par exemple, la chose la plus importante qu'on a oublié de faire et qu'il faut faire, c'est voir la météo. Parce que, admettez qu'il y ait un gros orage à l'heure du match, jeudi, hein, par exemple. Eh bien, c'est fini, hein. La supériorité technique des Ghanéens, la puissance physique, le jeu de tête, tout ça, c'est fini. Parce que les mauvaises conditions climatologiques, eh bien, nivellent les valeurs. Là, ça sera celui qui a le plus de cœur, celui qui est meilleur même au water polo, qui prend l'avantage. C'est vrai. Belle observation, Nasser. C'est pratiquement la fin de ce spécial Cannes 2015. Et on parle des demi-finales Côte d'Ivoire, RDC demain. Donc à suivre en direct ici sur la Voix de l'Afrique à partir de 10h. Disons, le match démarre à 19h temps universel, ce qui veut dire qu'à partir de 18h30 temps universel, 14h30. Donc 13h30, pardon, 13h30 heure de New York. Nous serons là un peu plus tôt, hein, Nasser Al-Fadel, pour entretenir nos auditeurs. Donc à partir de 13h30 heure de New York. 13h30, voilà, 13h30 heure de New York. Je me retrouve 13h30, 1:30 p.m. 1:30 p.m. Eastern Time, heure de New York, 1:30 p.m. Nous serons déjà à l'antenne pour l'avant-match, pour ce premier match donc, et pareil pour le lendemain. Et ce sera la Guinée équatoriale face au Ghana. Un élément important sur lequel peut-être vous voulez revenir pour la conclusion, Nasser Al-Fadel. Conclusion, on va souhaiter donc un bon match à tout le monde. Je crois, espérant que ce sera de bons matchs. Il faut que le niveau soit bon et que les deux équipes jouent à fond leurs arguments et que, avec la vertu et les valeurs, on essaye d'être meilleur que l'adversaire. Voici le message de la Voix de l'Afrique. Rendez-vous demain, Mohamed Diallo, pour cette tonitruante première demi-finale et deux géants face à face. Sur la Voix de l'Afrique, merci à vous, Nasser Al-Fadel. Donc on vous retrouve demain déjà à partir de 13h30, 45 temps universel pour ce grand match, pour ce grand rendez-vous de la jeunesse sportive africaine. Merci à vous, monsieur, et bonsoir chez vous. Ben voilà, c'était en notre compagnie Nasser El-Fadel pour le spécial Coupe d'Afrique des Nations de football. La première demi-finale, donc, ce sera demain à partir de 13h30 heure de New York, 18h30 temps universel, 18h30 temps universel. Ce sera le premier match, 18h30 GMT Côte d'Ivoire, RDC à suivre ici. La Voix de l'Afrique, la radio des Africains, conscients de leurs valeurs.